Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio J. Invité de Pont-Neuf cet après-midi, Olivier Weber pour son dernier livre, Massoud le rebelle assassiné, publié aux éditions de l'Aube. Olivier Weber, bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste, reporter, on peut dire. Vous êtes prix Albert Londres et vous entreprenez dans ce livre de retracer la figure de Massoud qui a été assassiné il y a 20 ans, à l'avant-veille des attentats du 11 septembre. Et donc ce livre... Cet hommage prend un sens particulier avec la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Que vous aviez prévu, que vous aviez pressenti ? Oui, pratiquement, la rapidité non, parce que même les talibans et leurs mentors pakistanais, il ne faut pas oublier qu'ils ont été conseillés et soutenus par certaines institutions pakistanaises, donc l'ISI, les services secrets. Personne n'avait prévu une telle rapidité. Mais les talibans voulaient prendre le pouvoir rapidement. Pourquoi ? Pour pouvoir dire « nous avons battu les Américains avant même la sortie du dernier soldat le 31 août ». Évidemment, ce ne sont pas les talibans qui ont mis dehors l'armée américaine, ça s'est négocié à Doha. Mais voilà, une fois que cette présence occidentale a été négociée pour un retrait, il était évident que c'était donc un boulevard qui se dressait donc devant les talibans. Alors, ça a été écrit avant la prise de pouvoir et avant aussi les menaces qui pèsent sur le Panchir et qui sont de plus en plus lourdes. Vous en savez peut-être plus que nous sur ce qui se passe aujourd'hui dans le Panchir. Oui, alors le Panchir, pour vos éditeurs, c'est une vallée assez longue qui fait 120 km de long, qui est au nord-nord-est de Kaboul et qui était le bastion, le nid d'aigle même du fameux commandant Massoud, celui qui est mort, donc, comme vous le disiez, il y a 20 ans, jour pour jour, et que finalement, l'esprit de résistance demeure. D'ailleurs, le livre Massoud, le rebelle assassiné, c'est davantage un éloge de courage, et il y a une description, un essai sur l'esprit de résistance de par le monde contre le fanatisme, contre l'obscurantisme. Alors, c'est vrai que c'est l'esprit de Massoud, mais ce n'est pas que ça, et c'est aussi les femmes, les hommes qui se battent contre le talibanisme, contre d'autres nébuleuses comme Daesh, Khorasan, donc Daesh, l'État islamique en Afghanistan, mais c'est en fait une filiale de Daesh, tout simplement, et puis deuxièmement Al-Qaïda. Et ces deux nébuleuses sont on ne peut plus présentes dans cette région. Et le Panchir, pour répondre à votre question, résiste, mais c'est difficile parce que les talibans attaquent avec beaucoup d'armements récupérés sur l'ANA, donc l'armée nationale afghane. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été incorporés dans cette nouvelle milice taliban. Il y a du soutien de la part des institutions pakistanaises et de l'armée pakistanaise. Donc pour le fils de Massoud, qui a 32 ans aujourd'hui, qui a été formé au King's College à Londres, qui est quelqu'un de très intelligent, de remarquable dans sa vision géopolitique, mais est-ce qu'il a le charisme, est-ce qu'il a la profondeur stratégique de son père ? Je ne suis pas sûr, surtout que les vallées adjacentes ont été coupées par les talibans avant même la prise de Kaboul. Et c'est pour ça, je devais me retrouver d'ailleurs avec Ahmad Massoud, le fils de Massoud, récemment en Afghanistan. C'était annulé évidemment avec la prise de Kaboul. Mais ce qui m'inquiétait, ce qui me disait que les talibans arrivaient très vite au pouvoir, c'est qu'il y a eu deux éléments. Premièrement, les talibans ont contrôlé les postes frontières et ont commencé à se saisir de ces postes frontières au cours des dernières semaines, donc avant la prise de Kaboul, progressivement, et surtout au nord. Et deuxièmement, cette vallée du Panchir, 120 km de long, qui démarre par une sorte de petite faille, on va dire, à 1800 mètres d'altitude, que le père, d'ailleurs, le lion du Panchir, obstruait, il faisait dynamiter la falaise pour que les ennemis soviétiques ou talibans ne puissent pas monter, et ça finit à 4200 mètres, et bien, cette vallée était totalement encerclée. Les 21 vallées adjacentes ont été prises par les talibans, et donc cela voulait dire qu'il y a une vraie stratégie d'éradication, on va dire, de toute résistance en Afghanistan. Alors, portrait donc du commandant Massoud, le père d'Ahmad Massoud, c'est un portrait plein d'éloges. Vous dites d'ailleurs que De Gaulle, qu'il lisait, ne l'aurait pas renié. Est-ce qu'on n'a pas tendance aujourd'hui, avec ce qui se passe, à idéaliser un peu ? Est-ce qu'on n'a pas exagéré son action ?
Non, alors moi je suis contre le mythe. Il faut, comme dirait Jacques Derrida, déconstruire. Je suis pour la déconstruction de la légende ou du mythe. En même temps, c'est vrai qu'elle est réelle, mais lui, il se trouve que Massoud lisait De Gaulle et ce que j'ai retiré de cette vision potentielle du gaullisme, ça vient de quelqu'un que vous aimez beaucoup, dont vous avez parlé sur cette antenne. C'est Roman de Katsev, plus connu sous le nom de Romain Gary, qui a écrit une ode à l'homme qui a dit non. D'ailleurs, une ode de général de Gaulle, le livre devait s'appeler d'ailleurs Massoud, l'homme qui a dit non, puis on a changé le titre finalement. Et il a lu donc de Gaulle, Massoud. Et puis deuxièmement, ça ressemble aussi à cette résistance française qui n'était rien, auquel personne ne croyait, même pas les Alliés pendant la guerre, dont on ne pariait pas un copec en 40, 41 ou 42 finalement, qui a réussi à se faire entendre et puis évidemment à contribuer. Vous dites qu'on pourrait appliquer au commandant Massoud ce que Gary disait de Gaulle, c'est un anachronisme vivant. Absolument, c'est un anachronisme vivant. C'est quelqu'un, enfin, ce sont deux personnes qui avaient une vision stratégique pour leur peuple, mais aussi au-delà de leur peuple. Vous savez, Massoud et son fils ne se battent pas simplement pour cette petite vallée, ils ne se battent pas forcément non plus pour l'Afghanistan, ils se battent pour l'ensemble de l'Oumma, la communauté des croyants, et je crois même qu'ils se battent pour nous et qu'ils se sont battus pour nous. Ce qui arrive aujourd'hui dans le Panjshir, où il y a encore ce foyer de résistance, et à Kaboul occupé par l'obscurantisme le plus total, celui des talibans, et qui risque d'être là pour longtemps, nous concerne nous aussi, ici en France et ailleurs, à l'autre bout du monde. Et ces femmes qui résistent, ces femmes et ces hommes qui manifestent au péril de leur vie, encore il y a quelques jours à Herat, la grande ville à l'ouest de l'Afghanistan, et à Kaboul aussi ces derniers jours, qui se prennent des balles de la part des talibans, eh bien ils se battent, et ils se battent pour elles et pour eux, mais aussi pour nous quelque part. Et c'est cet esprit de résistance au fanatisme, à l'islamisme radical que je vénère dans ce livre. Et vous dites du Panjshir que c'était le sanctuaire d'un Afghanistan libre. Vous citez aussi le commandant Massoud qui vous dit le djihadisme est un danger pour tout le monde, y compris pour nous en Occident. D'ailleurs, il a essayé il a été à l'ONU prononcer un discours dans ce sens, et il n'a pas été écouté. Oui, il n'a pas été entendu. Il est venu en fait au Parlement européen. Vous savez, le timing pas politique. l'ONU, voyez, pardon, ouais. Au Parlement européen. Le timing politique était judicieux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 3 séquences dans ces événements de 2001. Il y en a un qu'on oublie trop souvent. Et je suis profondément meurtri par cette désignation du gouvernement afghan. Le premier élément, c'est la destruction, moi j'appelle ça l'assassinat, de 2 tours. C'est pas le World Trade Center encore, ce sont les 2 Bouddhas de Bamiyan. Et ça, j'y suis allé clandestinement, et avec un caméraman qui est juif d'ailleurs. Et on a parlé à des mollahs talibans, on a parlé à des walis, des gouverneurs talibans, qui nous ont dit on ne détruira pas ces Bouddhas parce que c'est la mémoire de l'humanité. Et c'est la première rencontre, ce n'est pas un cliché, entre l'Orient et l'Occident. L'Orient bouddhique et l'Occident hellénistique. Et finalement, si ces Bouddhas venaient à tomber, ça sera de la faute d'Al-Qaïda et du Pakistan. C'est ce qui s'est passé. C'est tombé, les 2 Bouddhas de Bamiyan ont été détruits en mars 2001. Ensuite, Massoud est venu le mois suivant à Paris, à quelques pas de votre studio, en avril, donc pour plaider cette cause, en disant mais c'est des balles et des munitions, des armes que je demande pour ma vallée, certes pour mon pays, mais aussi pour vous. Et il est rentré dépité en disant je n'ai pas été entendu, je n'ai pas reçu d'aide, de soutien, sinon du bout des lèvres, médiatique et éthique ou moral. Il est assassiné le 9 et le 11. La porte est ouverte pour Al-Qaïda, destruction le 11 septembre, donc des tours du World Trade Center. C'était ça ce qui s'est passé. À partir du moment où vous avez eu ces 2 Bouddhas géants de Bamiyan, de l'art du Gandhara, 1er, 4e siècle après Jésus-Christ, qui ont été détruits, cela ouvrait la porte à Al-Qaïda et cela exprimait la mainmise du radicalisme sur les talibans. Les talibans sont des radicaux, certes, mais ils ont une vision nationale. Ils ne veulent pas exporter leur, entre guillemets, modèle, leur système. Alors qu'Al-Qaïda et Daesh, Khorasan, l'État islamique, mais l'État islamique, que ce soit en Afghanistan ou en Syrie ou en Irak, veulent exporter leurs oukaz et leur charia. Et donc, ils veulent 1 million de morts à Kaboul, à Damas ou à Bagdad. Et voilà, Massoud se battait contre cela. Et en même temps, il est tel qu'on le voit dans votre livre, il paraît comme quelqu'un qui était à la fois inébranlable et en même temps
très sûr de lui. Il a dit, je crois que c'était devant le Parlement européen aussi, qu'il n'a pas peur pour l'avenir, que l'extrémisme et le terrorisme ne dureront qu'un temps. Oui, en fait, il y avait presque raison avant l'heure parce que après le 11 septembre, il y a eu évidemment l'intervention américaine. J'ai vu arriver dans la vallée du Panjshir non seulement les hélicoptères du CNN, mais aussi des membres de la CIA en civil avec beaucoup de dollars dans des cantines et des armes. Et Kaboul est tombé 2 mois plus tard. En fait, Massoud, 2 jours avant, le dimanche 9 septembre, se savait menacé. C'était au moins, tenez-vous bien, la 40e, au moins la 40e tentative d'assassinat. Et Massoud, qui venait de fêter ses 48 ans, le 5 septembre, quelques jours auparavant, avait dit à son épouse, qu'il appelait Pari en dari, en persan, ça veut dire mon ange. Il nageait dans le Panjshir et il dit Pari, je sens et je sais que je vais devenir shahid, c'est-à-dire en persan martyr, très bientôt. Il était assassiné 4 jours plus tard. Mais il changeait de lit 5 fois par semaine. Et s'il avait échappé à ses tueurs ce jour-là, c'était la probabilité statistique d'une chance sur 1 million. C'était pas dans le Panjshir, c'était à 1 semaine de voiture. Les 2 faux journalistes l'ont assassiné à ce moment-là. S'il avait échappé à ses tueurs, il aurait été protégé 2 jours après par la CIA qui débarquait dans le Panjshir, ou le 12, ou le 13, ou le 14 septembre. Et je pense que non seulement l'Afghanistan n'aurait pas été le même pays, mais aussi toute la région, et peut-être même la communauté des musulmans. Alors, c'est en même temps compliqué. Enfin, vous êtes un baroudeur, donc vous avez fait vous connaissez bien le terrain. Et il fut un temps, et vous connaissez bien aussi l'histoire de cette région, parce qu'il fut un temps où Massoud était proche des islamistes. Il les connaît bien, il a étudié avec eux. Absolument, absolument. Et c'est ça, cette figure qui m'intéresse, parce qu'on est dans non pas une rédemption, mais une sorte de résilience. Massoud, qui est né en 52, dans les années 72, était à l'école polytechnique du Kaboul, était un frère musulman. Il est parti de ce radicalisme. Et moi, ça m'intéresse de voir pourquoi, tout d'un coup, il s'empare de ce que j'appelle, avec Bernard-Henri Lévy et Marie Calter et d'autres amis, l'islam des Lumières. On est dans la poésie soufie, on est dans la poésie persane, on est dans une interprétation presque mystique de l'islam qui est dans la tolérance et le communisme que celle du soufisme et de l'islam des Lumières. Venant de la part de quelqu'un qui a été radical, qui sait de quoi il parle, je trouve ça peut-être pas étonnant, mais au contraire formidable d'exemplarité pour les autres. Et c'est ça qui m'intéresse parce que qu'est-ce qui se passe de par le monde? Parce que lui, il est de tradition soufie. Il y a l'amour de la poésie. On a vu des portraits ces derniers jours à la télévision et on le voit souvent en train de réciter des poèmes. Tout à fait, il était très proche de cette tradition soufie, il aimait la littérature française aussi, mais il récitait à ses hommes et à ses quelques autres aussi la poésie persane, Ansari, Rumi, Omar Khayyam, etc., qui célèbrent plein de choses, l'amour charnel, même le vin pour Omar Khayyam, mais surtout la tolérance. Et cet esprit d'œcuménisme, Massoud l'avait. Il a accepté dans sa vallée, des voyageurs, écrivains voyageurs, humanitaires de toute confession. Et cette tolérance était formidable venant de quelqu'un, justement, qui a été à un moment dans sa jeunesse radical. Et je trouve que cette sortie du radicalisme est un exemple. Parce que pourquoi Salomon Malka? Qu'est-ce qui se passe dans le monde avec ce 1,5 milliard de musulmans? Il y a une guerre. Mais pour moi, c'est peut-être davantage une guerre au sein de l'islam. Ce sont les fanatiques, les radicaux, les islamistes, qui connaissent d'ailleurs très, très mal les textes sacrés, qui essayent de faire venir dans les rangs les, entre guillemets, modérés. Et le challenge, le défi, il est là. D'ailleurs, je pense que nous manquons de voix au sein de l'islam pour parler de cela. J'en parlais avec Marie Calter et l'imam de Drancy, Chalgoumi, que vous connaissez également, qui dit, mais évidemment, pourquoi on ne crie pas sur ces fanatiques, sur ces radicaux. Et malheureusement, alors là j'en reviens au Bouddha de Bamiyan, vous savez qui est l'actuel Premier ministre depuis 3 jours de ce gouvernement de talibans dont on nous promettait qu'il serait inclusif avec des minorités. D'abord, il n'y a aucune femme. Deuxièmement, il n'y a que des religieux, des mollahs, des mollaouis. Troisièmement, il y a Mollah Haroun qui est le Premier ministre. C'est celui qui a ordonné, on m'en parlait encore ce matin, la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Vous vous rendez compte, il est Premier ministre. Donc on peut s'attendre à tous les interdits, à tous les iconoclasmes et surtout à la répression des droits humains. Et ils disent que c'est une première mouture et qu'ils vont revoir ça. Mais enfin bon, ils disaient aussi que ça allait être un gouvernement d'ouverture et chacun voit que c'est pas le cas. Alors, vous faites le rapprochement entre le Panjshir du commandant Massoud et le Kurdistan. Vous dites 2 conflits qui sont à la fois justes et perdus.
perdu parce que le monde ne regarde pas de ce côté-là. Oui, tout à fait. Le monde ne regarde pas. Il y a de plus en plus de lassitude, ce qu'on appelle compassion fatigue de la part de l'Occident, l'usure de la pitié. Et vous savez, là, il y a eu un immense gâchis. Je pense qu'en septembre 2001, il fallait intervenir en Afghanistan. Parce qu'il y a eu évidemment les attentats de World Trade Center et parce qu'on avait tué Massoud. Et c'était l'Afghanistan qui était déjà devenu depuis longtemps un laboratoire du terrorisme international, mais qui est encore plus sanctuarisé. En revanche, il y a une grosse erreur de la part de l'Occident et surtout des États-Unis, enfin d'une administration, c'est la guerre 2 ans plus tard en Irak. Et le président Bush a fait la guerre contre l'avis de la CIA. La CIA a dit, Monsieur le Président, si on va en Irak, on va déstabiliser le pays et peut-être la région. Et finalement, les deux arguments finaux de George Bush, c'était d'isoler l'Iran, d'une part, deuxièmement, de démocratiser le Moyen-Orient. Où est-ce qu'on en est 18 ans après le début de cette guerre, on en est au contraire. Et il y a eu un impact sur l'Afghanistan et ça a tout déstabilisé. Regardez jusqu'à la Libye, le Yémen. Ce sont un petit peu les effets en contre-coup de cette guerre-là. Qui sont les gagnants? C'est ce que j'ai appelé dans un autre livre les néo-empires. Les anciens empires qui redeviennent des empires. Il y en a 4. La Turquie, l'ex-empire ottoman, l'Iran, l'ex-empire perse, la Russie, ex-empire tsariste, et la Chine, l'ex-empire des mandarins. Sur le Kurdistan et l'Irak, il y en a 3 d'entre eux qui sont là. Et sur l'Afghanistan, vous avez les grands gagnants, que sont la Russie, l'Iran et la Chine, qui s'accaparent déjà les richesses et les frontières de l'Afghanistan. Et donc, c'est un gâchis que cette intervention... Mais qui vont mollo quand même, au moins pour les soviétiques, enfin les anciens soviétiques, pour les Russes qui, je veux dire, ont quand même été parmi les premiers à connaître cette mauvaise expérience. Tout à fait, parce que l'Afghanistan, c'est le cimetière des empires, ce qu'on n'a peut-être pas compris l'Occident. Et toute armée d'intervention plongée trop longtemps dans le corps afghan devient une armée d'occupation. C'est ça, la réalité. Et pendant 20 ans, on a déversé 2300 milliards de dollars du côté américain. Il y a eu un coût humain exorbitant pour les civils afghans, mais aussi pour l'armée américaine, 2500 morts, pardon. Et je pense qu'il n'y aura plus de grande intervention terrestre. Mais en même temps, les Russes, les Chinois et les Iraniens sont très contents de voir partir les Occidentaux. L'Afghanistan reste un pays très riche, pas de pétrole, mais il y a beaucoup de matières premières, de métaux rares, ce qui intéresse au plus haut point la Chine, mais aussi l'Iran et la Russie. Et la Russie prend sa revanche. Oui, on a été battus en 1989, nous sommes partis de l'Afghanistan, mais en tout cas maintenant nous revenons en bons voisins. Alors vous avez rencontré le fils aussi, Ahmad Massoud. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'a pas la dimension du père, c'est vrai, mais enfin, il lui ressemble beaucoup, physiquement, et il est l'objet quand même d'une aura autour de lui. Est-ce qu'il a une chance de connaître un sort meilleur que celui de son père? Il est menacé, vous savez, moi j'ai eu un coup de fil de l'un de ses conseillers début août, parce qu'il y a eu un attentat, je devais me rendre à Kaboul à ce moment-là, contre Bismillah Rane, qui était le ministre de la Défense. Et en fait, c'était davantage un attentat contre Ahmad Massoud, donc tout à fait début août, parce que Ahmad était dans la résidence donc, du ministre de la Défense. Et il est menacé par non seulement les talibans, mais par Al-Qaïda, par Daesh. Et je ne suis pas sûr qu'il ait, comment dirais-je, l'entourage adéquat, c'est-à-dire en fait la profondeur de tout ce nord-est de l'Afghanistan qui résistait. Maintenant, c'est totalement encerclé. Les talibans ont noyauté, en quelque sorte, ont travaillé différentes ethnies pour les faire adhérer à leur cause depuis 10 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, il y a une résistance qui est réduite à la portion congrue. En revanche, il y a un espoir, et j'aime bien parler d'optimisme et d'espoir, d'espérance, c'est celle de l'autre résistance qui est complémentaire à la résistance civile des hommes et des femmes qui manifestent à Kaboul ou ailleurs, les ONG, la société civile, les femmes qui veulent éduquer leurs enfants, qui osent dire non aux talibans. Toutes ces images qu'on voit de manifestants, c'est nouveau, ça n'existait pas il y a 20 ans quand il y avait l'acte 1 du règne des talibans. Et donc là, je peux penser qu'il y a un espoir. Est-ce qu'il y aura un effet bénéfique sur la société et le régime? Je ne suis pas certain, mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour ne pas les soutenir. Il y a eu quand même un moment où on a pensé qu'il y avait un dialogue qui voulait que les talibans voulaient faire une ouverture et le faire entrer au gouvernement, Ahmad Massoud. Oui. Il y a une réalité dans ces rumeurs.
Non, il y a des contacts, il y a eu des négociations. Alors c'est très intelligent, je dirais, de la part et tactique de la part des talibans, parce qu'ils ont pris le pouvoir militairement par la force. Donc voilà, c'est une armée de 90 000 hommes soutenue par une puissance étrangère, le Pakistan qui prend le pouvoir dans un pays de 38 millions d'habitants. Donc ça peut être considéré comme une milice d'occupation. Les talibans n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Et ils ont voulu transformer cette occupation, cette victoire militaire, en négociation politique en disant on fera un gouvernement avec les minorités ethniques, religieuses, avec des femmes. En fait, on n'a rien vu pour l'instant, même si, comme vous le disiez, c'est transitoire. Mais ce provisoire risque de durer. Toute cette génération de gens qui ont 20 ans aujourd'hui et donc qui n'ont connu que les Américains en Afghanistan, quand même avec un certain nombre de, sans parler d'un state building, mais d'un state, comment on appelle ça, state building, construction de la nation. Voilà, c'est ça, oui. Alors, sans parler de ça, quand même, il y avait une présence, ils ont fait des choses. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes ? Je dirais qu'il y a deux choses. L'erreur, c'était de la part des Occidentaux d'avoir voulu plaquer un modèle occidental démocratique, de l'exporter, manu militari, sans d'ailleurs retour sur tout ce qui était incurie, corruption de la part du gouvernement afghan. On a voulu le plaquer sur une société tribale et ethnique. Et clanique, ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher dans un cas-là. Il y avait une sorte quand même de volonté de démonstration de la puissance américaine. En revanche, l'effet positif, c'est vrai, c'est toute cette jeunesse, la moitié de la population afghane qui a moins de 25 ans, qui a connu la liberté, des femmes qui vont travailler, des femmes qui vont éduquer ou qui font en sorte que leurs enfants aillent à l'école. Là, malheureusement, c'est fini. Les talibans disent oui, mais on va leur permettre de travailler. C'est faux, c'est faux. Et ils vont utiliser les femmes qui sont médecins, qui sont infirmières, mais ça ne va pas aller très très loin. C'est de la façade, c'est cosmétique, c'est de la propagande. Merci Olivier Weber. Je signale donc le titre de votre livre Massoud, le rebelle assassiné, paru aux éditions de l'Obs. Je signale que vous faites un colloque jeudi 23 septembre, boulevard Saint-Germain, un colloque consacré à l'Afghanistan. Un mot pour dire que jeudi prochain, il n'y aura pas de Pont Neuf puisque ce sera Kippour. Et je vous donne rendez-vous pour dans 15 jours. Je recevrai Justine Lévy. Bonne journée à tous.